Bienvenue sur Écrin à bijoux, le podcast qui passe la bijouterie fantaisie au crible de la durabilité. Dans l'épisode précédent, je vous ai présenté ma méthode d'évaluation des marques. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous encourage à le faire avant de continuer. Dans cet épisode, je détaille la grille que j'utilise pour analyser toutes les marques que je passe en revue. Aujourd'hui, on passe à la pratique et pour cette première analyse, j'ai choisi une marque que vous connaissez peut-être, Lovisa. Ces boutiques aux vitrines attrayantes qui ont poussé un peu partout en France ces dernières années, 1031 magasins dans le monde, une expansion fulgurante en 2025 et une promesse claire du style à prix accessible. Je vais être honnête d'emblée, c'est une marque que j'apprécie esthétiquement. J'ai moi-même acheté quelques pièces en magasin auparavant. Mais dans cet épisode, je sors la loupe pour voir ce que Lovisa vaut en matière de durabilité. Commençons par les présentations. Lovisa est une marque australienne cofondée en 2010 par le milliardaire Brett Blundy. Sa mission, telle qu'affichée sur leur site internet, je la traduis, proposer au monde entier des bijoux tendance à des prix incroyablement abordables tout en enchantant nos clientes ou nos clients grâce à notre engagement à améliorer sans cesse leur expérience Lovisa. Pas de promesse de durabilité, pas d'engagement éthique, juste du bijou accessible, beaucoup de bijoux et régulièrement. La marque livre 150 nouveaux modèles par semaine en magasin. C'est de la fast fashion assumée. Au moment où j'enregistre cet épisode, fin mars 2026, Lovisa revendique 162 nouvelles ouvertures de magasins rien qu'en 2025. Le chiffre d'affaires dépasse les 798 millions de dollars pour l'exercice 2025. La marque emploie plus de 5000 personnes dans le monde et elle est cotée en bourse. C'est donc une machine de croissance mondiale et un modèle qui fonctionne. Mais cette stratégie pose forcément une question. Est-elle compatible avec la durabilité ? Ce qu'il faut noter, encore une fois, c'est que Lovisa ne se prétend pas être une marque éthique ou responsable. C'est une posture honnête, mais ça ne l'exonère pas d'une analyse parce que ces pratiques ont un impact réel, qu'elles les revendiquent ou non. Alors, petite précision, sur ce podcast, j'analyse aussi bien les marques qui se revendiquent durables que celles qui ne le font pas parce que l'impact ne dépend pas du marketing. Premier critère de ma grille d'évaluation, les matériaux. Pour l'analyser, j'ai fait un échantillonnage des fiches produits du site français de la marque en me concentrant particulièrement sur les boucles d'oreilles. Alors, pourquoi les boucles d'oreilles ? Parce qu'elles entrent en contact direct avec la peau perforée, ce qui rend la réglementation sur les substances dangereuses, notamment le nickel, plus stricte à leur égard. Alors, commençons par les points positifs. Les fiches produits de Lovisa mentionnent les matériaux utilisés, comme par exemple de l'acier inoxydable, du titane, de l'argent sterling ou de l'acier chirurgical. Ces matériaux sont naturellement pauvres en nickel, ce qui est rassurant du point de vue de la conformité de la réglementation REACH, donc qui est la réglementation européenne sur les substances chimiques dans les produits. Sur la page dédiée au piercing, Lovisa déclare explicitement respecter la réglementation sur les taux de nickel et de plomb. Et en croisant avec les fiches produits du site américain, on retrouve les mêmes types de matériaux, ce qui laisse à penser que les pratiques sont globalement les mêmes à travers les pays où Lovisa vend ses produits. Mais les points d'attention sont nombreux. Alors, Lovisa ne mentionne la conformité REACH que dans la section piercing. Aucune référence pour les boucles d'oreilles classiques, les bagues, les colliers ou les bracelets. Pourtant tout autant concerné. Le cadmium n'est pas évoqué, alors qu'il est lui aussi encadré par le règlement REACH. Et pour les bijoux plaqués or ou argent, il n'y a aucune indication sur l'épaisseur du plaquage. Comme je l'avais déjà expliqué, un plaquage trop fin s'oxyde et s'écaille rapidement, ce qui peut, à la longue, exposer la personne qui porte le bijou à des substances dangereuses. Quand une marque ne communique pas ce chiffre, c'est rarement qu'il joue en sa faveur. Enfin, il n'y a aucune mention de matériaux recyclés, par exemple comme l'or ou l'argent. Et il n'y a aussi aucune mention sur le fait que ce soit issu de filières responsables, ni d'informations donc sur l'origine des matières premières.
Enfin, les avis des clients et des clientes sur Trustpilot remontent régulièrement des bijoux qui ternissent rapidement, changent de couleur ou provoquent des réactions allergiques, ce qui tend à confirmer l'absence d'informations sur la qualité des bijoux, notamment sur le plaquage, et la transparence des matériaux. Si vous souhaitez en savoir plus sur la toxicité des bijoux, je vous renvoie à l'épisode 4 du podcast où vous aurez plus d'informations à ce sujet. Et donc, mon verdict en ce qui concerne les matériaux, alors on a des signaux partiellement positifs sur les piercings, mais on a une opacité globale sur les épaisseurs de plaquage, les substances chimiques et l'origine des matériaux. La marque fournit les informations minimales nécessaires pour vendre, pas celles nécessaires pour évaluer la durabilité. Le deuxième critère, c'est la fabrication et les conditions de travail. C'est le volet le plus documenté de mon analyse. J'ai étudié les différents documents officiels de la marque qui sont disponibles sur le site internet français de Lovisa. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver les sources en barre de description. Que nous révèlent ces documents? Alors, on va commencer par l'Australian Modern Slavery Act. Donc, Lovisa est soumise à l'Australian Modern Slavery Act de 2018. Donc, c'est une loi qui oblige les entreprises dépassant 100 millions de dollars australiens de chiffre d'affaires à publier chaque année un rapport sur les risques d'esclavage moderne dans leur chaîne d'approvisionnement. C'est de loin le document le plus substantiel que j'ai analysé. On y apprend que Lovisa travaille avec 92 usines réparties dans 4 pays. La Chine, qui concentre 80% des fournisseurs, les États-Unis 10%, la Thaïlande 9% et l'Inde 1%. La marque attribue un niveau de risque à chaque pays. L'Inde est classée à risque élevé, la Chine et la Thaïlande à risque moyen, les États-Unis à risque faible. 95% des fournisseurs ont été audités selon les référentiels SMETA, qui veut dire SEDEX Members Ethical Trade Audit, en format 2 ou 4 piliers selon le niveau de risque. La marque dispose également d'équipes internes pour le contrôle qualité en Chine. L'équipe achat de Lovisa effectue également des visites régulières, y compris des visites surprises. Donc tout ça, ce sont des éléments concrets et documentés, solides, et plus solides que ce qu'on trouve chez beaucoup de marques comparables. Mais il y a plusieurs commentaires à faire par rapport à ce rapport. D'abord, ce reporting est imposé par la loi, c'est pas choisi. C'est une information importante, c'est pas fait sur la base du volontariat. Ensuite, l'Inde est classée à risque élevé, même si elle ne représente que 1% des fournisseurs. Ensuite, la Chine concentre 80% de la production, donc avec un niveau de risque moyen. Et parmi les 20 premiers fournisseurs, 60% travaillent avec Lovisa depuis plus de 10 ans. Et ce long partenariat ne se traduit pas par une amélioration du niveau de risque. Je trouve que ça interpelle beaucoup. Pour des fournisseurs avec lesquels on travaille sur une durée aussi longue, et pour aussi la part de fournisseurs, parce que quand même 60%, ça reste quand même important. Enfin, je me serais attendue à ce que le risque pour la Chine soit plutôt faible, puisque ce sont de longs partenariats. Donc ça dénote quand même le fait que durant toute cette période, alors oui, il y a des actions qui ont été mises en place, mais peut-être que les actions sont insuffisantes. Et enfin, il y a un code de conduite fournisseur qui est en cours de déploiement d'ici à juin 2026. Ce code va couvrir notamment le sourcing éthique, la conformité des bâtiments, la durabilité environnementale et la transparence. C'est une intention positive, mais qui n'est pas encore une réalité au moment où j'enregistre cet épisode. Et comme je l'ai dit précédemment, je trouve que pour une entreprise qui a été fondée en 2010 et dans un secteur donc de la fast fashion où les risques concernant la chaîne d'approvisionnement est scruté, où il y a eu beaucoup de controverses, ne mettre en place qu'un code de conduite fournisseur au bout de 16 ans, donc en 2026, je trouve que c'est très révélateur de la considération, de l'importance que reflète la chaîne d'approvisionnement chez Lovisa. Et donc, ça rejoint un peu ce que je disais précédemment par rapport au niveau de risque qui est rencontré pour les pays en Chine, qui est aujourd'hui moyen. Et je pense que si des actions beaucoup plus fortes peut-être auraient été mises en place, je pense que peut-être que le risque concernant la Chine serait faible à ce jour. Bon, en tout cas, c'est mon opinion. Je me trompe peut-être, mais moi, c'est le ressenti que j'ai.
Le deuxième document que j'ai étudié, c'est le rapport sur l'égalité professionnelle homme-femme, donc The Workplace Gender Equality. Donc c'est un document qui est légalement obligatoire en Australie et tout aussi éclairant que le Modern Slavery Act. Et quand on regarde les organes de gouvernance, donc le conseil d'administration par exemple, on voit qu'il y a 2 femmes pour 5 hommes. Alors ce ratio, dans une marque dont la clientèle est quasi exclusivement féminine, pour moi est quand même difficile à comprendre. Je suis consciente des réalités qui peuvent exister dans certains secteurs du monde du travail. Par exemple, moi j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le secteur de la construction, un secteur de la construction qui est majoritairement masculin et où ils font des efforts pour attirer des femmes. Et malgré ces efforts-là, et malgré les progrès qui ont été faits, c'est pas un secteur qui attire particulièrement les femmes. Donc, par exemple, si on était sur un secteur type construction BTP, qui est peu de femmes dans le conseil d'administration, j'aurais pas trouvé ça choquant. Maintenant, là, on est quand même dans le secteur de la mode. On est dans un secteur de la mode féminine, où on vend des bijoux fantaisie. Donc, c'est un secteur qui attire plus les femmes. Et j'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas de femmes qui soient ambitieuses, compétentes pour pouvoir atteindre des hauts niveaux de direction et pour pouvoir intégrer un conseil d'administration. Je vous avoue que bon, voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à comprendre. Et je dirais que ça se confirme dans les réponses apportées dans le rapport qui sont pour moi révélatrices. Il n'y a aucun objectif de parité qui est défini concernant notamment le conseil d'administration. Il n'y a aucune politique formelle d'égalité salariale et il n'y a aucune action suite à l'analyse des écarts de rémunération. Donc, ça dit aussi beaucoup de choses. Un point positif, il y a un congé parental rémunéré qui est en cours de développement, en plus du congé parental financé par l'État, pour une échéance annoncée en janvier 2026. Il y a ce que les documents officiels disent, et puis il y a ce que les documents officiels ne disent pas. En janvier 2025, Lovisa a été visée par une action collective devant la Cour fédérale australienne, impliquant plus de 600 salariés, actuels et anciens. Et les accusations sont graves. On parle d'heures supplémentaires non rémunérées, des pauses toilettes refusées, une pression pour porter et acheter les bijoux de la marque. En Nouvelle-Zélande, entre 2021 et 2023, la marque a été condamnée à verser environ 153 000 $ d'arriérés de salaire suite à une enquête de l'inspection du travail, du Labour Inspectorate. En Belgique et aux Pays-Bas, lors du rachat des boutiques Six et IM, des retards de paiement de salaire ont également été signalés en 2022, donc ce qui avait entraîné d'ailleurs une grève des employés de ce pays. Donc, ces éléments qui ont l'air de se répéter sur les dernières années, on peut pas les ignorer dans une analyse RSE. Ils révèlent un écart significatif entre les engagements affichés, comme par exemple le respect et l'intégrité, qui sont écrits dans les engagements culturels de Lovisa, et les pratiques constatées sur le terrain. Donc au final, mon verdict concernant la fabrication et les conditions de travail, alors il y a un exercice de transparence qui est imposé par la loi, notamment avec le rapport sur l'égalité homme-femme et le Modern Act Slavery, le rapport sur l'esclavage moderne. Il y a des audits de la chaîne d'approvisionnement qui sont mis en place, mais il y a des niveaux de risque qui, selon moi, auraient dû se trouver beaucoup plus bas au vu de la durée des partenariats avec les fournisseurs, notamment en Chine. Et puis, il y a un écart vraiment préoccupant entre les discours institutionnels et les réalités sociales, que ce soit dans les usines ou comme en boutique. Le troisième critère, c'est l'emballage. J'ai personnellement acheté des bijoux Lovisa en magasin, ce qui me donne une expérience directe de leur packaging. Ce qu'on peut dire de positif, les emballages sont proportionnés, il n'y a pas de suremballage, et les matériaux utilisés sont principalement le carton et le papier, ce qui constitue une bonne base, mais aucune mention nulle part, ni sur les emballages eux-mêmes, ni sur le site internet, que ces matériaux sont recyclés ou sont issus de forêts gérées durablement, ou certifiées FSC ou PEFC. Pour les piercings, le plastique des emballages individuels ne fait l'objet d'aucune communication concernant le fait que ce soit du plastique recyclé ou pas. Donc, en l'absence d'informations, je pars du principe que ces emballages ne sont pas issus de sources responsables, parce que si c'était le cas, Lovisa aurait tout intérêt à le communiquer. C'est une valeur ajoutée aux yeux des consommateurs et des consommatrices.
Donc, mon verdict concernant l'emballage, c'est un format minimaliste, mais aucun engagement documenté sur les matériaux. C'est pas catastrophique, hein, mais rien de durable non plus. Quatrième critère, ce qui se passe quand le bijou arrive en fin de vie. Lovisa ne propose ni service de réparation, ni service de replaquage, ni programme de reprise ou de recyclage. Ces services n'existent pas, ou en tout cas ne sont nulle part communiqués. C'est cohérent avec un modèle de fast fashion, hein. On achète, on porte, on remplace. Comme je l'avais expliqué dans mon épisode sur ma méthode d'évaluation, c'est pas une pratique répandue dans le milieu de la bijouterie fantasy, notamment en ce qui concerne la fast fashion. Si une marque venait à le faire, ce serait vraiment un plus. Il y a cependant un élément que je veux mentionner, hein, c'est que Lovisa publie discrètement en bas de page dans la section centre d'aide des conseils pour prendre soin de ses bijoux. C'est succinct, mais ce n'est pas rien. Aider ses clients et ses clientes à entretenir leurs bijoux, c'est les aider à les garder plus longtemps, et moins on remplace, moins on consomme de ressources. Le problème pour moi, c'est que cette section est peu visible. Comment dire, il y a aussi peu d'intuitivité dans la recherche de ces informations en plaçant justement ces conseils dans la partie centre d'aide. Voilà. Et pour moi, ces conseils mériteraient d'être intégrés directement dans chaque fiche produit, comme le font beaucoup de marques de prêt-à-porter avec leur guide d'entretien. Donc, mon verdict, aucun dispositif de circularité, un minimum d'informations sur l'entretien, mais trop peu visible pour avoir un impact réel. Le modèle reste pensé pour le remplacement, pas pour la longévité. Cinquième et dernier critère, la transparence. Dans la partie réglementation environnementale du rapport annuel de l'exercice 2025 de Lovisa, il est écrit que l'entreprise déclare que ses activités ne sont soumises à aucune réglementation environnementale significative et qu'à sa connaissance, elle n'a commis aucune infraction. C'est la seule fois où il est parlé d'environnement et ça ne semble pas être un engagement proactif. C'est traiter l'environnement comme un risque légal à éviter, pas comme un domaine d'action volontaire dans lequel on pourrait faire des améliorations, sur lesquelles on pourrait travailler. Donc, il n'y a par exemple aucune donnée sur les émissions carbone et aucune stratégie environnementale claire. Ensuite, le code de conduite, qui date de 2014, contient des formulations génériques sur l'intégrité, les droits des employés ou la responsabilité environnementale. Mais ce qui me dérange, c'est qu'il semble s'agir d'un template existant, non personnalisé. Donc, ça laisse à penser que voilà, c'est un template qui est utilisé par beaucoup d'entreprises. Notamment, on peut voir qu'il comporte des zones non renseignées et voilà, il semble avoir été repris tel quel. Et pour une marque qui affiche près de 800 millions de dollars de chiffre d'affaires, cotée en bourse, je trouve que c'est un signe qui laisse à penser qu'il y a un manque de professionnalisme. Et d'ailleurs, quand on regarde la politique de diversité de Lovisa, on constate également la même chose. Voilà. Donc, pour moi, en ce qui concerne la transparence, Lovisa respecte ses obligations légales, pas plus. Elle n'a pas encore amorcé de démarche RSE volontaire. Pour un acteur coté en bourse, en pleine expansion mondiale, avec une clientèle de plus en plus consciente, parce que la clientèle qui est visée par Lovisa, c'est quand même des femmes jeunes. En tout cas, c'est ce qu'on voit par rapport au visuel qu'on voit sur leurs réseaux sociaux et sur le site de la marque. Et cette population-là, elle est de plus en plus sensible aux enjeux sociaux et environnementaux. Donc, je trouve que voilà, ne pas se positionner sur une démarche RSE ou du moins sur certaines actions RSE, c'est une position qui devient difficile à tenir sur le court ou moyen terme. Pour répondre à la question du titre, Lovisa brillante en vitrine, opaque en coulisses, point d'interrogation. La réponse est nuancée, mais elle penche clairement vers la seconde option. Ce que j'ai trouvé de positif, des matériaux identifiés sur les fiches produits, un système d'audit de la chaîne d'approvisionnement qui est documenté, une présence physique en Chine pour le contrôle qualité et des conseils d'entretien des bijoux, même s'ils sont très discrets. Le rapport Modern Slavery Act
reste le document le plus substantiel en matière de durabilité, mais c'est un document qui est imposé par la loi, c'est pas un choix. Les points négatifs, pour moi, c'est une opacité sur les substances dangereuses, au-delà du nickel et au-delà des piercings. On n'a aucune information sur les épaisseurs de plaquage, on a un code de conduite, une politique de diversité sans substance réelle, et surtout, on a des affaires graves sur les conditions de travail de ces vendeuses ayant donné lieu à des actions en justice. La répétition de ces controverses sur les dernières années, je trouve, est d'autant plus préoccupant. Sur la question de l'égalité, le Visa affiche une diversité visible en boutique, dans ses communications, sur ses réseaux sociaux et dans sa politique de diversité. Mais les chiffres racontent une autre histoire. On a seulement 29% de femmes au comité de direction. On n'a aucun objectif de parité défini, aucune politique formelle d'égalité salariale. Donc, pour une marque dont la clientèle est quasi exclusivement féminine, c'est une contradiction difficile à ignorer. La plateforme Good on You résume bien la situation. Le Visa est noté We Avoid, donc 1 sur 5, sur le volet de la planète, et Not Good Enough, 2 sur 5, sur le volet humain. Et la note globale, c'est Not Good Enough en ce qui concerne l'environnement et le social. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que Lovisa n'est pas une marque éthique, c'est pas une marque qui se déclare comme étant éthique et durable. Donc, c'est pas une marque qui ment. C'est une marque qui ne se positionne pas sur la durabilité, ce qui, paradoxalement, est une posture honnête, mais ça ne l'exonère pas de ses impacts réels. Si cet épisode vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire quelle marque vous voulez que j'analyse. Toutes les sources et références sont disponibles dans la description de cet épisode et sur le blog Écrin à bijoux. À bientôt pour le prochain épisode. Bye.